C'est un homme public plutôt secret, un homme de théâtre qui a déserté la médecine, un Montréalais devenu citoyen du monde. Jean-Louis Roux est un des piliers de la vie culturelle du Québec et du Canada depuis plus de 40 ans. Dans une société comme la nôtre, où les problèmes politiques et économiques semblent occuper toute la place, nous avons demandé à cet homme de théâtre de nous admettre dans les coulisses de ses réflexions sur la société telle qu'il la voit. Au moment où Jean-Louis Roux a commencé sa vie de comédien, la télévision n'existait pas. Et je l'ai vu aussi, cette courte sincère, à ses maîtres toujours trop soigneuses de plaire, des crimes de Néron approuver les horreurs. Je l'ai vu à genoux consacrer ses fureurs. Je ne prends point pour juge une cour idolâtre, Paulin. Je me propose un plus noble théâtre. Je m'engage dans une grande aventure, un nouveau métier. Et si je réussis, j'épouserai Rita au printemps prochain. Aux enfants. Quand la télévision a fait connaître et aimer Jean-Louis Roux, il avait déjà fondé, avec une demi-douzaine d'amis, le Théâtre du Nouveau Monde. De fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il ne vit que pour et par le théâtre. Une vie d'acteur, de metteur en scène, de directeur et de traducteur. En mai 1992, au TNM, c'est à lui qu'on devait la traduction du Roi Lear de Shakespeare, un travail de titan. Voici le roi! Voici le roi! Noster, faites entrer les princes de France et de Bourgogne. S'il avait été médecin, comme il en rêvait dans sa jeunesse, Jean-Louis Roux serait sans doute devenu chirurgien. Rigoureux, ordonné, incisif, exigeant, il est un des rares comédiens qui ait refusé de prêter sa voix ou son image à des messages publicitaires. On dit de lui qu'il ne fait pas de concessions dans la recherche de la qualité. Quand il parle de la langue, cela se vérifie. La langue, c'est, je pense, ce qui fait d'abord un auteur dramatique. La langue qu'il utilise, qu'il crée. Et Shakespeare a créé une langue qui, d'ailleurs, a profité de toute son époque. Shakespeare vivait à une époque extraordinaire de richesse. Et il a profité de ça. On peut lire Ben Jonson, par exemple, ou on peut lire Marlowe, et trouver beaucoup de parenté avec le langage de Shakespeare. Shakespeare n'a pas été le seul de son époque à écrire comme il l'a fait, mais il a été le seul, je pense, à pousser cette langue dramatique aussi loin. Et quand on la lit, et quand on se la dit surtout, on est frappé par la sonorité de cette langue, par les assonances, par les consonances, par les allitérations, par les jeux de mots. J'entendais encore récemment Henri V à la télévision, et j'étais frappé par le choc des mots dans cette langue. Et c'est devenu une passion d'essayer de retrouver des équivalences à ces allitérations sonores, à ces allitérations, à ces consonances, à ces assonances. C'est devenu une véritable passion. En même temps que c'est une passion aussi d'essayer d'en arriver à la même concision que Shakespeare. Quoi? 50 hommes de ma suite! D'un seul coup, en moins de 15 jours! Qu'y a-t-il donc, monsieur? Je vais te le dire. Par vie et mort. Honte à moi que tu puisses troubler ma virilité au point que m'échappent ces larmes brûlantes. Que tu ne vaux pas! Jean-Louis Roux affirme qu'une langue bien apprise, bien parlée, est un instrument de libération. Dans l'espace culturel du Québec, où la langue française baigne chaque jour dans un univers anglophone nord-américain, la question de l'identité surgit rapidement. J'ai de la difficulté à m'identifier à une nation ou à un peuple. Je m'identifie à une société, bien sûr. Ça, je ne peux pas faire autrement. Je vis dans la société dans laquelle je suis. Mais les sentiments de nation, les sentiments de groupe ethnique sont des sentiments qui ne me sont pas naturels ou familiers. C'est pourquoi je dis que Molière et Shakespeare, pour moi, ce sont deux bornes humaines qui sont importantes. En plus du fait que et Molière et Shakespeare ont été
directeurs de troupe, ont été metteurs en scène, ont été dramaturges et ont été comédiens. Alors, pour des gens de théâtre, ce sont des gens qu'on sent très proches de nous. Et comme on ne connaît à peu près rien de leur vie, ni de l'un ni de l'autre, on peut en faire ce qu'on veut, on peut en penser ce qu'on veut. Mais ce sont des gens qui nous sont familiers. Puissent les dieux souverains qui tiennent cette horrible tourmente sur nos têtes, sur l'air, trouvez leurs ennemis. Tremble d'eux qui gardent en toi des crimes insoupçonnés, exempts de justice, cache-toi, main sanglante, toi, parjure, et toi, qui feins la vertu dans l'inceste. Qu'est-ce que le théâtre peut changer dans la vie d'un peuple qui est assis devant sa télé, de plus en plus? Elle peut lui apprendre à sortir de chez soi. Bon, ça a l'air d'une bourde, ce que je dis, mais c'est vrai. C'est vrai. On nous parle d'une civilisation des communications. En fait, cette civilisation des communications aboutit à un repliement sur soi-même terrible. Bientôt, on va pouvoir faire ses emplettes, faire ses courses en se servant de l'écran de télévision. On va quasiment pouvoir aller chez le médecin en étant examiné à distance chez soi. Et plus personne va se toucher, plus personne va se serrer la main. C'est terrible, c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe tragique de voir que cette époque, cette ère des communications aboutit à un tel isolement et à un tel repliement sur soi, au fait qu'on ferme les portes et qu'on ouvre un appareil qui nous donne une image de 24 pouces ou de 18 pouces. Alors à quoi devrait servir la télévision aujourd'hui? Ah, mon Dieu! La télévision est un instrument de culture extraordinaire si on sait bien s'en servir. Et c'est un instrument de divertissement aussi, bien sûr. Mais c'est devenu, à mon avis, un instrument d'abâtardissement. On ne nous présente plus que des choses d'une extrême facilité. Et je dirais même des choses qui sont un peu dégradantes. On met à l'honneur à la télévision le rire. Le rire, bon, c'est beau le rire, hein? Castigat ridendo mores, a dit l'autre, et Molière était un auteur comique et c'est un grand auteur. Mais il y a quand même une qualité de rire aussi. Et je pense que si on rit toujours des mêmes blagues, grossières, je dis pas scatologiques, là, je dis grossières parce qu'elles sont grosses, ben ça nous amène à un développement d'esprit grossier aussi. Et je pense que la télévision, ça n'est plus que ça maintenant. Alors que, au début, la télévision était exigeante, comme doit l'être d'ailleurs tout instrument de communication populaire. On ne doit pas constamment ne donner aux gens que ce qu'ils veulent, mais leur faire connaître autre chose aussi, leur présenter des choix. Or, à la télévision, maintenant, il n'y a plus aucun choix. Nos habitants n'ont pas besoin du théâtre pour exister. Excuse, voyons, je suis mélangé, là. Je me rappelle pas combien t'en as dit. Ben, je sais pas, moi, 7, je crois. 7, OK, ben continue. Là, je vais te checker, là. Bon. Eugène! Vous m'avez appelé? C'est moi qu'on appelait. Ah, l'autre Eugène. Monsieur, c'est vous qui êtes l'autre Eugène. De nous deux, je peux être l'un. Le Théâtre du Nouveau Monde fut créé en 1951. De l'équipe de fondation, Georges Groux et Jean-Louis Roux sont les deux seuls survivants. Quand nous avons abordé avec lui la question de la place du théâtre dans la vie d'un peuple, Jean-Louis Roux a insisté pour que cette discussion se fasse en compagnie d'un petit groupe de gens de théâtre, des collègues, des amis qu'il a lui-même choisis. Ce jour-là, 3 générations étaient réunies. Je crois qu'il faut avant tout appuyer le théâtre sur ce qu'il a été. Je crois que c'est de là, réellement, qu'on va apprendre. Je crois que le grand défaut social, en ce moment, c'est d'oublier ce qui s'est passé. On a perdu une certaine conscience du temps, je crois, de l'avenir, du passé. Je crois qu'effectivement, c'est là qu'on va trouver les racines du théâtre, l'essentiel du théâtre. Je crois cependant
on ne peut plus faire du théâtre comme on le faisait avant parce que le regard des gens ont changé, parce que les médias se sont multipliés, parce que l'accès surtout aux différents médias est devenu tellement gratuit, tellement... C'est facile. Parce que c'est devenu tellement facile de se louer un film. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Il faut que le théâtre se démarque complètement de ce qui se fait au cinéma ou à la télévision. Absolument, t'as raison. Et tu parlais des exigences. Il peut y avoir des exigences techniques, mais hélas... Je parle pas au niveau de la qualité. C'est ça, l'exigence intellectuelle n'existe presque plus. Non. Je ne vais pas parler comme une vieille barbe, là, mais... Hein? C'est vrai, parce que la télévision habitue tellement à la facilité. Voilà. Ça gâte tellement l'acteur, dans le fond. Ça gâte Hein, Jean-Louis? Oui, c'est oui. terrible. Surtout maintenant, quand il y avait de grands spectacles à la télévision, bon, les gens, un réalisateur d'aujourd'hui va me dire, oui, mais ça n'était pas de la télévision, peut-être. Peut-être que les téléthéâtres n'étaient pas précisément de la télévision, mais c'était des grands spectacles et on exigeait beaucoup de l'acteur à ce moment-là. Et il y avait des réalisateurs qui étaient ou entraînés pour cela ou qui s'y dirigeaient d'eux-mêmes parce qu'ils aimaient le théâtre qu'ils faisaient à la télévision. Alors que maintenant, je ne veux pas dire du mal des téléromans, mais il est évident qu'au rythme où on travaille, c'est une école de déformation. Et alors là, le comédien peut, ou la comédienne peut très facilement développer des tics. Parce qu'il faut faire vite. Alors, on s'appuie sur des choses qui nous viennent, qui sont artificielles. Avec nos bons des trucs à nous, voilà. mais... Hein? Alors, Lorraine Pétal, vous faites de la télévision, vous avez réalisé des grandes émissions de télévision, vous êtes aussi une femme de théâtre. Est-ce que vous avez empêché les gens de penser? Je dois dire que j'ai la grande chance de travailler sur des textes de Victor Lévy-Beaulieu. Et j'avoue que Victor Lévy est quelqu'un qu'on peut qualifier d'éveilleur de conscience, c'est-à-dire qu'il bouleverse les valeurs établies. Quand je comprends le rôle du théâtre et de la télévision, pour moi, c'est vraiment de changer le monde. C'est d'arriver à bouleverser ce qu'on croyait qui était inéluctable, se rendre compte que tout à coup, le déséquilibre se fait. Et ce qu'on pensait il y a 10 ans, ce n'est plus ce qu'on pense aujourd'hui et ce qu'on va penser dans 20 ans. Et ça, c'est les grands mouvements sociaux que le théâtre a suivis et que la télévision suit également. Alors, j'isolerais peut-être le dramatique de ça. Moi, j'isolerais tout ce qui est téléroman. Je pense que Radio-Canada fait ses efforts aussi pour faire en sorte que le téléroman sorte un peu des sentiers battus et arrive à provoquer les gens dans leur salon. Et il y a une chose aussi, c'est que, bon, prenons les arts du spectacle. J'inclus même la musique. Danse, opéra. Je pense qu'il n'y a pas un de ces arts du spectacle qui peut se prétendre éveilleur de conscience comme le théâtre. À l'opéra, on a des traditions très lourdes, je trouve, qui empêchent de rajeunir un petit peu les spectacles, encore qu'on le fasse. On l'a encore fait dans Così fan tutte, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas quel en est le résultat. La musique a un langage très particulier, il faut le décoder, savoir le décoder pour en percevoir le sens, de même que la danse, alors qu'au théâtre, il y a la parole qui intervient. Et ça, je pense que c'est une caractéristique exclusive au théâtre, la parole parlée. Et en plus de ça, au théâtre, on n'est pas encore totalement soumis aux impératifs économiques et aux impératifs de production. On l'est à la télévision entièrement. On l'est au cinéma grandement. Alors qu'au théâtre, on est encore assez libre de ça. On peut encore parler librement. Jusqu'à un certain point, presque totalement, hein, en tout cas. Et donc, aller chercher ce que j'appelle la conscience des gens. Ça peut paraître à la fois un peu protestant, à la fois un peu prêcheur et prétentieux, mais je crois à ce rôle du théâtre, qui est d'être l'éveilleur de conscience. Quoi? Es-tu fou? Un homme sans yeux peut voir comment va le monde. Regarde avec tes oreilles! Vois comme ce juge s'en prend à ce petit filou. Écoute, soit dit à l'oreille, change-les de place et ni vu ni connu. Où est le juge? Où est le voleur? Tu as déjà vu un chien de ferme aboyer contre un mendiant? Oui, monsieur. Et l'homme fuir le cabot? En cela, tu pourrais contempler la grande image de l'autorité
Obéissance à un chien au pouvoir. En plus d'être un des grands défis de sa carrière, le Roi Lear fut pour Jean-Louis Roux une autre occasion de franchir les frontières du risque et de l'audace. Un exercice auquel ce grand homme de théâtre se livre depuis plus de 40 ans.